Hello tout le monde, bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage. Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui, j'accueille Leslie, fondatrice de la marque Riss Studio. Elle reviendra avec nous sur son parcours haute couture et nous donnera plein de tips pour déjouer le piège des contrefaçons de luxe. Très bonne écoute. Hello Leslie. Coucou. Merci d'avoir accepté de passer dans ce podcast. Je suis ravie de pouvoir mettre en lumière ta marque et ton parcours qui est assez incroyable. Tu vas tout nous dire. Leslie, je sais que l'exercice n'est pas facile, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Déjà, merci de m'accueillir. Je suis trop contente de passer dans ton podcast. Merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Leslie. J'ai 33 ans. J'ai créé Riss Studio il y a à peine un an. J'ai toujours travaillé dans le milieu de la mode et j'ai décidé en fait de tout quitter il y a exactement dans 2 ans. 2022. Exactement. J'ai décidé de tout quitter, donc j'avais un bon poste confortable sur Paris et j'ai décidé de revenir sur Toulouse où j'ai créé Riss Studio. Donc on est le premier showroom vintage sur Toulouse où je développe un concept assez unique dans la région qu'on retrouve quand même pas mal sur Paris. Et pourquoi tu t'es lancée du coup dans l'entrepreneuriat et c'était quoi ta volonté en lançant Riss du coup ? Alors je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que ça faisait vraiment 12 ans que j'étais sur Paris. J'avais fait le tour. Je pense avoir acquis toutes les connaissances que j'avais besoin en fait pour réaliser mon projet qui me correspond vraiment. Et j'avais envie de me lever tous les matins pour moi, pour mon bébé, et proposer des vêtements aux clients qui me correspondent. Et surtout rester dans une ligne assez éthique parce que bon, je suis quelqu'un exactement, l'aspect écologique me touche et c'est vrai que j'ai toujours été, même si j'étais dans le luxe, il y a quand même ce côté de surconsommation qui me dérangeait un peu. Donc et on retrouvera de toute façon jamais la qualité des vêtements qui étaient faits avant, même si on achète du luxe à l'heure actuelle. C'est un sujet qu'on aborde très régulièrement dans le podcast, donc je suis complètement d'accord. Pourquoi Riss Studio ? D'où vient ce nom ? Est-ce que tu peux tout nous dire ? Alors, Riss Studio, c'est un anagramme de Iris. Okay. En fait, quand j'ai créé Riss Studio, mon petit frère a eu sa petite fille qui s'appelle Iris. C'est ta nièce, quoi. Exactement. Super. Exactement. Donc la création de Riss Studio s'est fait le même mois que la naissance de ma petite nièce. Ton égérie finalement. Exactement, c'est mon égérie. Ton background, il est assez impressionnant. Tu as notamment travaillé chez Louis Vuitton lors de l'ère Nicolas Ghesquière, qui est quand même une ère assez connue. Exactement. C'était quoi ton rôle à l'époque ? Alors, à l'époque, mon rôle, en fait, j'étais dessinatrice, donc je faisais tous les dessins sur Illustrator de toutes les robes pour le défilé exclusivement, pas le prêt-à-porter. Donc voilà, on aime quand ça pète et quand ça brille. Évidemment, on aime ça quand ça brille. Évidemment. Et est-ce que tu as travaillé pour d'autres maisons de couture ? Oui. Alors pour le coup, je me suis fait débaucher de chez Céline pour aller chez Louis Vuitton et avant, j'étais chez Chloé. D'accord. Et voilà. Pourquoi t'as quitté chacune de ces marques-là ? Alors, j'ai quitté Chloé parce que Chloé, j'étais à la production. Ouais. Donc, je faisais le prêt-à-porter et je voulais vraiment arrêter de faire du prêt-à-porter et faire du défilé parce que je partais du principe que les vêtements allaient être de meilleure qualité. Ouais. Voilà. Du principe. Voilà. Du coup, ça a été une grosse déception. Ok, d'accord. Ok. Tu balances, c'est bien. Justement, pour toi, quelle est la pire maison et la meilleure maison dans laquelle t'as travaillé et pourquoi ? Alors, je dirais que la pire maison, je suis désolée de l'annoncer, c'est Céline parce que j'ai eu la chance en fait de travailler avec Phoebe Philo. Ok. Eddie Slimane est arrivé après et on a perdu toute la patte Céline. Okay. C'est pour ça qu'il faut acheter du Céline vintage. Il faut acheter du Céline quand il y avait Phoebe Philo qui pour moi est la meilleure directrice artistique. Vraiment, quand Eddie Slimane est arrivé, on a perdu la patte Céline, la qualité. Bon, on a eu l'impression de se retrouver chez Yves Saint Laurent. Les façons de travailler ne me correspondaient pas. Il y a eu beaucoup de déménagements de façonniers. On a vraiment perdu en qualité, que ce soit en tissu ou en production de vêtements. Donc Louis Vuitton m'a appelé, je suis partie, mais en courant. Ok. Au moment où on tourne ce podcast, on a appris hier soir que Virginie Viard quittait Chanel. Je ne sais pas si c'est elle qui a décidé, mais elle quitte Chanel. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va être le prochain DA, mais Virginie Viard quitte Chanel. Eh ben, je pense que elle était... Je pense que déjà,
quand tu as travaillé avec Karl Lagerfeld et qui déjà passé derrière Karl Lagerfeld, très difficile. Très difficile. C'était quand même son bras droit. Donc, des années, elle fait plus de 30 ans qu'elle est chez Chanel. Exactement. Donc, je pense qu'elle était épaulée, soutenue par Karl Lagerfeld. Et je pense. Ou peut-être l'inverse, mais dans tous les cas, c'était une vraie team, quoi. Exactement. Et je pense qu'à mon avis, quand il est parti, elle a dû se retrouver toute seule avec peut-être un peu de jalousie ou peut-être trop de travail. Mais est-ce que tu penses que le travail les dernières collections Chanel ont fait du bruit, mais pas dans le bon sens? Alors, j'osais pas le dire, mais en effet, Chanel est mort quand Karl est mort. Ah bah, voilà. Je veux dire, c'est assez. La force que Karl Lagerfeld a eue, c'est qu'il s'est complètement approprié Chanel. Il a pas essayé de faire du Coco Chanel, et il en a fait quelque chose. Et en fait, avec Virginie Viard, on n'a pas eu. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce ressenti de. Elle essaye de s'approprier Chanel. Elle a essayé de faire de son mieux pour garder une certaine esthétique. C'est ça. Qu'elle avait en commun avec Karl, sans doute, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était évidemment une grosse pression pour elle, je pense, tu vois. Je pense qu'aussi beaucoup de gens l'attendaient au tournant. Exactement. Mais je pense que sa voix est ailleurs, tu vois. Pourquoi pas créer sa propre marque, en vrai. Ouais. Je pense que là, c'est la seule chose qui pourrait peut-être... Parce que tu la vois pas dans une autre maison. Honnêtement, à la limite, je sais pas tout sur un malentendu. Mais non, je fais les pronostics en on réécoutera ce podcast. Ah, c'est ça, on réécoutera. Est-ce que du coup tu as une idée de qui pourrait être le prochain DA? Pour gros pronostic là, attention. Pour Chanel. Qui peut passer en fait à Karl Lagerfeld? Mais en même temps, est-ce que les gens se posaient pas la question de qui peut passer après Coco Chanel? Mais en même temps, alors écoutez, je vais être un peu corporate. Je pense vraiment que Nicolas Ghesquière a les épaules, le talent pour reprendre Chanel. Parce que pour moi... T'es toujours en relation avec lui? Non, je suis pas du tout en relation. Enfin, plus du tout en relation avec lui. Mais je pense qu'il a les épaules, la carrure. C'est quelqu'un qui a vécu l'ère Chanel. Parce qu'il me semble qu'il a 54 ans. Ce qui est la fleur de l'âge pour les hommes, finalement. Exactement. Et d'ailleurs, il est magnifique. Hein. C'est vraiment un très bel homme. Et c'est une bonne personne? Et c'est vraiment une bonne personne. Et je pense qu'il a vu Chanel évoluer sous Karl. Et je pense que qu'il a... Ouais, je suis sûre qu'il a les épaules. Ouais. Ok. C'est marrant parce que j'ai vu plusieurs pronostics aujourd'hui et on parle pas de lui. Ah ouais? Ouais. Ah, je veux savoir les pronostics. Je te dirai en off. Du coup, aujourd'hui, chez Riss, tu proposes des articles de luxe. Mais t'as rien perdu de ce que j'appelle ta haute créativité, on va dire, parce que tu réalises aussi de sublimes pièces, comme la Babia, finalement, qui m'obsède, que tu fais à la main et non pas à la machine, je tiens à le préciser. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la DA de Riss? Quel type de pièces on peut retrouver chez toi? Alors, chez moi, vous allez retrouver beaucoup de léopards, beaucoup de mèches, beaucoup de paillettes, de sequins, de zèbres. J'adore tout ce qui est animal, velours, dentelle, transparence. En fait, j'aime tout ce qui met en valeur le corps de la femme. Je veux que ça pète, je veux que ça brille, je veux qu'il y ait des très féminin. Ouais. Exactement. Très féminin, très coloré. Et je veux que personne soit habillé pareil et je veux qu'on se retourne sur vous dans la rue. Ça tombe très bien. Si vous achetez la Babia, tout le monde va se retourner sur vous, je peux vous le dire. Pourquoi tu as souhaité allier vintage et création quand même? Parce que je voulais garder le côté vintage pour la qualité des vêtements qu'on trouve nulle part ailleurs, des pièces rares. Et je voulais surtout pas perdre, mon côté créatif, j'en ai vraiment besoin pour vivre de toute façon. Et toutes ces années que j'ai passées dans la haute couture, il fallait vraiment que ça serve à quelque chose. Et je voulais une collection à mon image. Aussi, exactement. C'est-à-dire, c'est ma collection, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai créé de mes mains. Et c'est une collection à mon image parce que quand tu travailles, par exemple, pour Louis Vuitton, tu te plies à l'image. Exactement. Donc là, c'était vraiment l'occasion de rester dans la haute couture et faire quelque chose à mon image. Donc comme la veste Babia, du froufrou, du rose. Et voilà. Moi, c'est bon, c'est pas la peine de me la vendre. Je suis déjà vendue. D'ailleurs, je pense que les gens qui me suivent sur Instagram doivent en avoir marre parce que je l'ai eu une semaine et je l'ai posté tous les jours presque, quoi. D'ailleurs, je vous remercie parce que ça a fait j'ai eu des vues de ouf. J'ai dépassé les plus de 3000 vues sur une des vidéos avec la Babia, donc je suis trop contente. Merci à vous. Quelle est la marque phare de Riss Studio? Vraiment la marque, on est sûr de la retrouver chez toi. Roberto Cavalli. J'hésitais entre ça et Blue Marine. Ouais. Mais c'est vrai que t'as une vibe très Y2K quand même. Exactement.
Exactement. Et c'est difficile de chiner du Roberto Cavalli et du Blue Marine? Bah, vu que j'essaie quand même de trouver des pièces rares, c'est assez compliqué, donc oui. Oui, difficile. Ouais, c'est difficile. Et quelle marque on ne retrouvera jamais chez toi? On ne retrouvera jamais chez moi du Jacquemus. Voilà. Ok, pourquoi? Parce que c'est cheap, c'est pas vintage, c'est mal coupé, c'est très mal fait. Donc on ne retrouvera jamais du Jacquemus chez moi. Ça balance à mort, on adore ce podcast, fait pour ça. Ok, donc Jacquemus, mais c'est vrai que Jacquemus, moi, ce qui me dérange, c'est peut-être de comment c'est taillé, tu vois, parce que un 36 pour moi, c'est un 34 chez Jacquemus, tu vois. Ouais. Genre, je trouve que c'est sous-taillé en fait, donc ça c'est dommage. Après, j'ai un peu l'impression que, enfin, moi, j'aime quand même beaucoup les collections de Jacquemus, mais c'est moins dans mon ADN. Ouais. Et c'est ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai vu des nanas qui avaient acheté genre le pull là, tu sais, qui se ferme juste avec Jacquemus et qui oui, c'est vrai, oui. Bah le truc c'est déchiré, enfin, c'est décollé rapidement et tout. Quand tu vois le prix du pull, tu te dis, enfin, ça te fait quand même chier de devoir refaire un point, en fait. C'est ça. Mais en fait, le problème avec ces nouvelles marques de luxe, c'est que le budget est mis dans le marketing et pas du tout dans la qualité du vêtement. Si on parle de Jacquemus et qu'on balance, le budget est aussi mis, visiblement, dans leurs locaux qui sont incroyables. Je sais pas si vous aviez vu, mais ils sont incroyables. Complètement. Puis même leur publicité est dingue. Je ne peux pas dénigrer le côté marketing, mais moi c'est vrai que je vois le vêtement, je vois la qualité, je vois comment ça tombe, je vois la durée de vie du vêtement. Et pour moi, bon bah c'est pas un vêtement qualitatif. C'est vrai que j'aime genre l'histoire de Simon Porte-Jacquemus, tu vois. Je trouve que ce mec, il a un background de malade. Alors par contre, c'est sûr que ça, on ne pourra pas enlever le fait qu'il est très talentueux. Il est arrivé tout seul, il s'est fait tout seul, il est parti de rien, il a gagné le concours LVMH. C'est un concours hyper difficile à gagner. Tu as déjà participé, enfin... Alors, peut-être bientôt. Ah, elle nous tease, on adore. En fait, il faut avoir 2 ans de créa derrière okay. Exactement, et plusieurs collections. Ok. Un jour peut-être. J'aimerais tellement. Imagine, c'est Nicolas Ghesquière dans le jury. Oh, on aimerait tellement. Quelle belle revanche. J'avoue. Je sais que tu as une sélection de pièces que tu loues et que tu ne vends pas. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as souhaité prendre ce virage? J'ai souhaité prendre ce virage parce que je chine des pièces extrêmement rares au niveau des robes de soirée. Et vraiment, mon but, c'est que personne ne soit habillé pareil. C'est des pièces extrêmement rares qui, pour moi, ne vaut pas le coup d'acheter parce que c'est une pièce que vous allez porter une fois. Donc, pour rester dans cette démarche écologique, je propose des pièces exclusivement à la location parce que le but, c'est vraiment en fait d'avoir un dressing circulaire pour le coup. Petite dédicace à Juliette, du coup. Parce que je veux dire, toutes les femmes, on le sait très bien, on ne portera jamais 2 fois la même robe avec les réseaux sociaux, avec les photos. Je reporte mes robes, c'est faux. Et en plus, je suis une collectionneuse, ce qui fait que je ne loue jamais de vêtements. C'est vrai. Je suis une vraie collectionneuse, quoi. Mais c'est parce que je t'ai pas encore convertie. Je te promets. Si par exemple, tu pourrais louer la veste Babia. Déjà, au niveau de ton budget. Non, mais la veste Babia, je la veux, voilà. En fait. Je la veux dans le dressing pour toi. Et je pense que je sais qu'il y a des gens qui collectionnent et ne portent pas les vêtements. Ouais. Moi, je collectionne, mais je porte tous mes vêtements. Je les reporte, jamais de la même manière, jamais avec les mêmes accessoires et tout. Mais c'est parce que t'as ce talent. La possession, merci, c'est gentil. Mais la possession d'avoir cette pièce exceptionnelle, c'est quelque chose de très grisant pour moi. Et c'est quelque chose qui m'anime, en fait, tu vois. Mais est-ce que cette pièce... C'est encore plus parlant dans le vintage où les pièces sont quasiment unique, c'est vraiment, tu les trouves, c'est une trouvaille, un trésor, et donc en ça, genre moi, la location, pourquoi pas, je me ferme pas, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui prime abord. Alors, j'ai énormément de clients qui viennent avec ce discours dans le showroom, et je te promets, je les fais toutes changer d'avis, parce qu'au final, ces clientes qui des fois m'achètent, parce que il faut savoir par contre que toutes les robes en location, au bout de 5 locations, elles passent à la vente. D'accord, ok. Parce que voilà, dans le showroom, c'est à Toulouse, c'est quand même une ville assez petite. On peut pas voir la robe 150 fois, bien sûr. Sinon elle perd vraiment ce côté unique. D'ailleurs, c'est le cas dans pas mal de maisons de haute couture. Souvent, les
tenue de défilé, ils font attention à qui ils la vendent. C'est-à-dire que ce soit pas le même pays et que possiblement en background, genre les gens ne se retrouvent pas au même event. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des collections Japon, des collections France, des collections pour que il n'y ait pas tant de pièces. Exactement. Chez Dior, chez Vuitton aussi, ils le font très attention à qui ils vendent en fait. Exactement. Quoi. Exactement. Mais ça veut dire aussi que les mecs peuvent quand même se permettre de refuser éventuellement de vendre. Et c'est ça le luxe. Haute couture, quoi. Et c'est ça le luxe. C'est pour ça que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est comme ça que marche Hermès. Hein. Ouais. C'est la rareté qui fait le. Quelle maison pour quelle maison t'aurais aimé bosser et J'aurais adoré travailler pour Dior. Dior, j'aurais adoré. Parce que leurs robes sont exceptionnelles. Donc moi, vu que je faisais... Toujours maintenant? Non. Les DA prennent cher J'aime beaucoup Maria Gradia. Je vous aime beaucoup, mais je n'aimerais pas travailler pour vous. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai des amis qui travaillent pour vous, tout simplement. Ok, parfait. Ça balance dans ce podcast, on adore. Vraiment. Comment on peut faire pour louer une pièce chez toi, du coup? Et à quel prix on peut louer des pièces chez toi? Alors, pour louer une pièce, il faut prendre rendez-vous au showroom. On dépose une caution de la valeur de la vente. Ça veut dire que la location, c'est que pour les personnes qui habitent à Toulouse, quoi? C'est ça. Pour l'instant, je n'ai pas réussi. Alors, en fait, c'est très compliqué au niveau des contrats. L'envoi, tout ça. Donc, en fait, je veux vraiment être sûre que la pièce, je la donne à la personne et au moins, je peux vraiment vérifier la pièce. Je n'ai jamais pris une seule caution en 1 an. C'est-à-dire que lorsque je loue des pièces, j'ai toujours des perles de rechange. Il faudrait vraiment déchirer la robe en 4 pour que je prenne une caution. Hein. Ok. Donc les personnes viennent, on fait un essayage. Elles me disent ce qu'elles veulent pour quel événement. Donc si c'est par exemple une bar mitzvah, je sais que ça va être des manches longues, ça va être des choses couvertes. Donc finalement, tu fais vraiment du conseil en image aussi. Exactement. Exactement. Donc la personne vient, on choisit la robe ensemble, enfin on fait des essayages et la personne me laisse une caution. Donc en général c'est à peu près 48 heures de location. Le pressing est compris dedans et les tarifs vont de 100 à 150 euros. Donc c'est vraiment très raisonnable parce qu'on parle de pièces à des fois 3000 euros. Donc c'est très... Et du coup, par exemple comme pièce à 3000 euros? Par exemple une robe Louis Vuitton monogrammée que j'ai pas ramenée là qui est au showroom. C'est une pièce très rare. Je pense qu'il doit y en avoir 3. C'était un prototype à la base. Donc ça, voilà, c'est des pièces qui ne seront jamais à la vente, qui vont rester à la location. Et voilà. Même au bout de 5 fois, celle-là, il est hors d'exemple. Non, tu l'as. Exactement. Okay. Non, au bout de 5 fois, je la garderai, en fait, tout simplement. Si je te fais un chèque... Non. Souvent, on m'arrête pour même mes à vestes. Exactement. Même à toi. On me propose souvent des prix, mais... Ouais. Game changer. Ouais, exactement. Mais non, parce que je sais très bien que la pièce, là, tu la retrouveras jamais. Exactement. Et est-ce que, d'ailleurs, justement, c'est plutôt comme ça que tu te bases sur les pièces à louer? Dans le sens où tu te dis, celle-là, j'aurais vraiment du mal à la retrouver. Exactement. Et donc, du coup, je préfère la louer. Exactement. C'est des pièces waouh, c'est des pièces que, en général, j'ai jamais vues, donc avec beaucoup de plumes, beaucoup de broderies, c'est des pièces très fragiles en plus. Donc, honnêtement, toute personne a intérêt à louer ce genre de pièces. Ouais. Juste, ne serait-ce que pour faire le ménage chez soi. Hein, exactement. Ou promener son chien. Je comprends complètement. Petit clin d'œil à ma dernière vidéo, j'apprécie. Mais du coup, qu'est-ce qui marche le mieux, du coup, Chalice? C'est la location ou c'est la vente? Non, c'est la vente. La vente? Oui. Parce que j'ai quand même beaucoup de clientes comme toi. On remercie les collectionneuses. Est-ce que les clientes, elles portent, du coup, plutôt les pièces qu'elles t'achètent ou est-ce qu'elles les... Parce que, du coup, je te disais, il y en a qui achètent des pièces d'exception et qui les portent pas forcément, tu vois, ils en font un petit musée chez eux. Mais est-ce que toi, tu sais que tes clientes... Alors pour le coup, j'ai des clientes trop cool qui m'envoient des vidéos quand elles portent leurs vêtements à leur événement. Non, pour le coup, toutes mes clientes portent leurs vêtements. Leurs vêtements, ouais. Ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que j'entends le vintage aussi, et la mode, en règle générale, c'est de faire vivre les pièces, quoi. Franchement, si la personne m'achète quelque chose et le laisse dans son placard, mais mon Dieu, viens me la louer, quoi. Enfin, ça sert à rien de l'acheter pour qu'elle reste dans ton placard, quoi. Après, on vit tous la mode d'une manière différente et on peut comprendre, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'aime porter mes trucs, tu vois. Enfin, parce que
C'est un peu comme la robe Vuitton que j'ai essayé tout à l'heure, tu disais sur le cintre, elle fait un peu tristoun, alors que quand elle est portée, elle a vraiment... Et je pense que toutes les pièces méritent cette visibilité, en fait. Exactement. Elles méritent toutes d'être portées, quoi. Exactement. Donc, ok, je comprends très bien. Et du coup, tu habites à Toulouse. C'est ça. Le vintage et la seconde main, en général, est-ce que c'est beaucoup développé là-bas ou pas encore? Parce que j'ai ouï dire que dans le sud, ça galérait quand même pas mal pour le vintage. Moi, j'ai des potes qui essayent d'acheter vintage et qui me disent, mais en fait, on trouve zéro shop, en fait. Non, alors à Toulouse, pour le coup, il y a que des friperies où vous pouvez trouver du Levi's, des petites vestes de sport, voilà, vraiment de la fripe. Je suis vraiment la seule qui propose, on va dire, du luxe vintage. Je parle pas de seconde main, là, je parle vraiment de pièces vintage. Je suis vraiment la seule. C'est très compliqué parce que c'est pas du tout ancré dans les mentalités comme sur Paris. Et non, il y a vraiment un gros travail, mais vu que j'adore les challenges, c'était vraiment un challenge. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi t'as choisi Toulouse après Paris? Parce que je viens de Toulouse, je suis née sur Toulouse. Ok, toulousaine de base. Exactement. Okay. J'ai juste retrouvé ma ville d'origine, là où je me sens le mieux. Le mieux. Exactement. Simplement le soleil. C'est ça, le soleil. Moi, je viens quand même régulièrement sur Paris, notamment pour faire des pop-up. Exactement. Bah, justement, parce que c'est compliqué dans le sud, donc j'ai vraiment besoin de plus dur de vendre vintage. Exactement. Plus qu'à Paris, bien plus qu'à Paris. Bien plus, où la clientèle est réceptive. Je peux rencontrer plein de personnes. Il y a énormément d'étrangers qui viennent. Ça me fait rencontrer plein de nationalités différentes. Puis je vois qu'est-ce que les gens préfèrent. Enfin, j'adore ça, quoi. Est-ce que tu penses quand même que, du coup, les mentalités ont évolué depuis que tu t'es installée à Toulouse sur le vintage? Est-ce que, du coup, le vintage, grâce à toi, très probablement, tu vois, et à tout ce que le vintage apporte à l'humanité, je dirais même avec un grand H, genre, est-ce que tu vois qu'il y a une vraie évolution et que les gens sont quand même un peu plus curieux de consommer le vintage? Alors clairement oui. Ben d'ailleurs l'exemple le plus probant que j'ai, c'est ma collaboratrice Stéphanie Padiou, qui pour le coup n'était pas du tout branchée vintage. Elle a bossé 15 ans chez Département Féminin, c'est une boutique de luxe sur Toulouse. Okay. Et donc elle vendait du Céline, du Dior, du Jacquemus. Et on ne jugera pas. Et pour le coup, elle a découvert le fait de chiner, elle a découvert les pièces vintage, la rareté, elle a vu la qualité du coup. Et c'est vrai que bon, c'est pas la seule, mais pour le coup, c'est l'exemple le plus probant que j'ai avec moi. Et ça, pour moi, ben c'est honnêtement une énorme victoire de faire changer les mentalités, de voir des gens se dire ah mais j'aurais jamais pensé à acheter un truc vintage. Pour moi, c'était vraiment les friperies. J'ai même entendu les vêtements de pauvres, quoi, la poubelle. Enfin, j'ai entendu. En Corée du Sud, ils pensent ça du vintage. Voilà, j'ai entendu. C'est les pauvres qui achètent ça. Exactement. Bah, il y a beaucoup de pays. C'est Emmanuel qui l'a mis dans une vidéo et pour le coup, c'est très intéressant. C'est vrai là. Et ben, j'ai vu également la vidéo. Ouais. Mais c'est vrai que pour eux, c'est des vêtements de pauvres, même de vieux en fait. C'est ça. Parce qu'ils veulent tout le temps avoir de la nouveauté. C'est ça. J'ai trouvé ça triste. Parce que c'est quand même les rois de la sneaker et j'aurais adoré aller là-bas rien que pour ça, mais c'est vrai que du coup le rapport au vintage n'a rien à voir avec du coup on peut se dire que déjà en France on était en New York, n'en parlons pas, c'est quand même les pionniers pour moi du vintage. Exactement. Mais c'est vrai qu'en France quand même si on ne trouve pas encore de boutiques de luxe ou semi-luxe vintage dans le sud de la France notamment et tout, quand même, les mentalités changent. Là, très rapidement, je trouve qu'il commence à y avoir un réel intérêt. Je rencontre peu de personnes qui sont vraiment contre l'idée, tu vois. Ou alors, ils ne connaissent pas, mais ils sont pas... C'est ça. Mais je pense qu'il faut prendre les gens par la main et leur montrer. Et une fois qu'ils découvrent, ils se disent, mais en fait, c'est top. Enfin, c'est exactement, d'ailleurs, le cas de Stéphanie, où elle est partie avec moi au Maroc. Mais je l'ai perdue, elle était en train de chiner, elle s'est ramenée mais limite plus de fringues que moi quoi pour le pop-up quoi. Donc, on veut voir et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit mais une victoire quoi, déjà pour la planète, pour son style, une petite victoire aussi, enfin top quoi. Puis tu vois que il faut juste en fait prendre les gens par la main et leur montrer en fait qu'il y a une autre alternative et que c'est de l'éducation mais l'éducation positive, pas l'éducation dans le sens que les gens sont teubés, c'est pas le cas. Exactement. C'est juste que quand tu sais pas, tu sais pas en fait. Et une fois que tu sais, c'est ça. Tu aiguises ton œil et même quand tu te lances dans le vintage et après quand on consomme depuis 1 an, 2 ans, etc., tu aiguises ton œil, ton savoir aussi. C'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Puis même partie de la culture, à partir du moment où tu aimes le vêtement, tu essayes une robe Sandro à l'heure actuelle ou même une robe Dior si tu veux. On va rester dans le luxe. Tu essayes une robe Dior.
d'il y a 50 ans. Mais la qualité n'est pas la même, c'est pas taillé pareil. Enfin, le corps de la femme est vraiment mis en valeur. On parle pas de mode, on parle de tenue de vêtements, comment ça colle au corps. Enfin, ça moi, dans les archives Dior, je fais un malheur, je pense. Pareil chez Chanel. Non, mais c'est voilà. Il faut, puis même, au-delà de ça, c'est quand même, la France, c'est quand même, un pays référent en termes de mode et notamment de luxe. Exactement. Et je pense que le vintage a complètement sa place en termes de culture, parce que c'est de la culture. Tu te perfectionnes sur des marques, sur des courants, sur des directeurs artistiques, donc c'est quand même assez passionnant parce que une marque, 3 directeurs artistiques, une marque, 3 vies, c'est ce qu'on disait pour Chanel, exactement, pour, Louis Vuitton, exactement. Donc d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de Pharrell Williams chez Vuitton? Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il se concentre sur la musique ou est-ce que ça va, tu vois? Alors écoute, pour le coup là, je vais vraiment vous donner une exclue. Alors avant Pharrell, on avait Virgil Abloh. Je vais me mettre à pleurer. Voilà, donc paix à son âme, bien sûr. On a tous eu très peur quand Pharrell est arrivé. On s'est dit non mais un rappeur, ça va être compliqué. Il a pas les épaules. Bon, écoutez bien, on n'a jamais eu autant de bienveillance. C'est la première fois qu'un directeur artistique descend dans les ateliers pour remercier les équipes. C'est la première fois qu'un directeur artistique se met à genoux devant les équipes. Et je pense que vous ne pouvez même pas imaginer le travail qu'il y a derrière, des gens qui sont là depuis 20 ans, qui n'ont jamais été remerciés de leur vie, qui n'ont jamais croisé le directeur artistique en 20 ans de boîte. C'est quelqu'un qui descend, qui fait la bise aux mécaniciens modèles. Les mécaniciens modèles, c'est les personnes qui sont là derrière la machine de 8h à 23h le soir, du lundi au dimanche en période de défilé. Les défilés, c'est 4 mois dans l'année. Ça représente un tiers de nos vies. Et c'est quelqu'un qui a la reconnaissance. Et juste pour ça, on le remercie tous. Voilà. Juste un dieu. Et d'ailleurs, les dernières collections qu'il avait fait homme, elles sont exceptionnelles. Il a donné une nouvelle patte. Tu vois, il a donné la sienne. Et exactement. En fait, quand tu regardes le défilé, ouais, moi aussi. Mais quand tu regardes le défilé, tu vois la qualité. Exactement. Et tu vois l'ADN, quoi. C'est un nouvel ADN, c'est-à-dire on avait tous peur. Est-ce qu'il va faire du Virgil Abloh, quelque chose de très sportif? Mais pas du tout. Et alors pour le coup, il a une nouvelle clientèle qui est encore plus large pour le coup. Et puis même, c'est quelqu'un de très très respectueux, de très talentueux, et il a prouvé vraiment qu'il avait sa place et qu'il a mérité amplement. Est-ce que c'est lui qui a influencé Beyoncé à se lancer dans l'ère du cow-boy, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors pour le coup, je dirais que c'est l'inverse. Toujours au top, Beyoncé. Ton histoire d'amour avec le vintage, ça a commencé quand? Alors ça a commencé dès petite, j'avais 5 ans et mon père m'a toujours amené chiner avec lui. Ensuite on a découvert Internet, Le Bon Coin. Donc eBay, tout début c'était eBay. Hein. Exactement, moi, exactement. eBay, c'est vrai, moi aussi. Incroyable. C'est vrai, ça a commencé avec eBay, t'as raison. Il y a eu Le Bon Coin. Bon, maintenant il y a Vinted, il y a plusieurs plateformes, mais c'est vrai que je préfère quand même faire des brocantes, des vide-greniers, même si ça prend du temps. Faut se lever le matin, c'est le dimanche, pour toucher le vêtement, voir qu'il est en bon état, et puis surtout pour l'authentifier. Bien sûr, quand c'est du luxe. Oui, on va venir à ce sujet justement de l'authentification des pièces. Où est-ce que du coup tu déniches tes trésors? Tu fais beaucoup de brocantes dans le sud, ou est-ce que tu fais principalement à Paris quand tu viens? T'as été au Maroc il y a pas longtemps? Exactement. Alors pour le coup, je bouge pas mal. Je suis allée à Rome, chiner. Je vais également au Maroc. Pour le coup, je chine de temps en temps sur Paris parce que j'ai mes fournisseurs vintage. Mais honnêtement, mes plus grandes trouvailles, c'est le sud, les brocantes dans le sud. Comme quoi, hein, c'est fou parce que ça n'a rien à voir. J'ai pas développé là-bas, mais quand tu chines, tu trouves des trucs de ouf. Exactement. Donc en fait, t'as les petites mamies de village qui se séparent de leur veste Chanel ou de leur petit sac Chanel. Ça, on en avait parlé avec Jeannette dans le podcast. C'est vraiment le tips en brocante. Il faut aller voir les grands-mères, quoi. Exactement. Vraiment. Et en plus, on sait l'histoire du sac. Tu peux parler avec la dame. Oui, alors ce sac, c'est mon mari qui me l'a acheté quand j'avais 20 ans. Plus, on a l'histoire du sac. Donc rien que ça. C'est sûr. Du coup, je sais que tu as un don.
une expertise qui peut vraiment tout changer quand tu chines. Tu repères les contrefaçons comme personne. D'ailleurs, combien de fois on t'a posé la question aujourd'hui de est-ce que tu crois que c'est un vrai? Ouais. Du coup, comment tu as fait pour développer ton expertise sur le sujet? Alors pour le coup, j'adore faire la comparaison de contrefaçons. Alors il faut savoir que quand j'ai en chinant au Maroc, ça doit quand même être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de non, mais alors de par luxe contre, on est d'accord, c'est pas au Maroc que tu vas chiner du luxe. Hein. Au Maroc, tu y vas pour chiner des très belles pièces brodées, vintage, exactement. En Italie, je ne chine plus non plus de luxe. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contrefaçons. Pour le coup, je suis allée à Rome dans les 2 marchés de luxe de sacs. Eh ben, je peux vous le dire, il y a 80% de contrefaçons. C'est énorme. Ouais. Les marchés payants de Porto Vecchio, là, je sais même plus comment ils s'appellent. Il y a énormément de contrefaçons. Vraiment, faites attention si vous y allez. Pour le coup, c'est à se taper la tête contre les murs, quoi. Okay. Parce que les prix, c'est le prix du vintage sur Paris authentifié. Sauf que pour le coup, c'est de la contrefaçon pas forcément très bien faite en plus, quoi. Ouais. Donc, et comment t'as fait, du coup, pour développer le truc, quoi? Alors, pour développer le truc, en fait, alors pour le coup, j'habitais, quand sur Paris, à Porte de Clignancourt. Ok. Donc, j'avais la vue sur toutes les contrefaçons inimaginables. Et c'est vrai que j'ai énormément le souci du détail. Et j'adore, en fait... J'adore en fait chercher la petite bête. Okay, ouais. J'adore chercher la petite bête. Donc dès que je vois un sac, je regarde au millimètre tout. Et souvent je suis d'ailleurs très étonnée par, on appelle ça des clones, par des dupes. Voilà. La dupe c'est plus, admettons, on va prendre le Chiquito de Jacques Mui. Oui, voilà. Ça sans en fait Jacques Mui. Entre la différence entre le dupe et du coup le clone, que c'est vraiment le dupe. C'est une imitation, le dupe. C'est une imitation. Exactement. Là, moi, je te parle de contrefaçon. Pas avec Jacques Mui écrit avec une faute d'orthographe. C'est vraiment le truc que tu vas retrouver chez Zara à 15 balles. Exactement. Juste, ils ont copié la forme du modèle, quoi. Exactement. On va dire le patronage, finalement, mais sans y mettre de griffes et sans y mettre la qualité, bien entendu. Oui, bien entendu. Donc, ça, c'est la différence entre le dupe et le clone. Exactement. Ok. Et j'adore le jeu de cette différence. Okay. Voilà. Bah, vraiment, c'est... Et t'aimes ça depuis que t'es petite. Ah, mais depuis petite, tu sais, les 2 images, ben là, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire, je vérifie la qualité du laiton, la couleur du laiton, la police, enfin, je vérifie tout. Il y a rien qui passe à la trappe. Il faut vraiment tout vérifier. C'est vraiment des petits détails qui se jouent à rien. Ils sont de plus en plus forts. Et ils sont vraiment de plus en plus forts. Mais il y a quand même quelques trucs qui ne pourront jamais imiter. Ok. Mais quoi, par exemple? Bah, par exemple, une police. Okay. Une police, si tu l'as achetée pour la refaire, c'est vraiment impossible. Donc, mais alors des fois, ça se joue à un point sur le i, ça se joue à un trait sur le e. Enfin, c'est des choses vraiment très minimes. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'œil, vraiment se concentrer sur chaque petit détail est important. Il n'y a aucun petit détail qu'il faut négliger lorsqu'on achète du luxe. Il faut si par exemple j'achète sur Vinted et que la meuf elle me dit bah ouais mais j'ai la carte d'authentification du Chanel, je peux être sûre que c'est un vrai? Alors je vous explique. Maintenant il y a des tickets de caisse, il y a des numéros de série qui existent vraiment. Alors d'ailleurs en général c'est toujours les mêmes. Hein. Ça c'est un petit indice. Voilà. Ok. Vestiaire.co ils ont lancé une série de vidéos hyper fun qui s'appelle Real or Fake. Je trouve ça hyper intéressant et en même temps un peu flippant parce que toutes leurs experts et expertes entre guillemets, elles sont pas d'accord. C'était notamment le cas sur un baguette Fendi. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que la vérification Vestiaire.co et celle plus récente de Vinted, est-ce que c'est vraiment safe? Alors là, c'est vraiment mon avis personnel parce que pour le coup, je les ai essayées toutes les deux. Alors j'aurais tendance à dire que je fais plus confiance à Vestiaire Collective tout simplement parce que May Berthelot est partie et pour moi, c'était quelqu'un de très talentueux qui formait ses équipes à la perfection et qui avait une analyse du luxe vraiment c'est quelqu'un pointu quoi. Ouais, très très pointu et pour le coup, je pense qu'à partir du moment où Vinted l'a débauché, c'était vraiment une grosse perte pour Vestiaire Collective. Et pour le coup, j'ai déjà acheté sur Vestiaire Collective et je me suis retrouvée avec de la contrefaçon. Ok. Je trouve que les marges sont
abusé. Quand même abusé. Donc c'est vrai que pour moi, Vestiaire Collective, la marge n'est plus justifiée, leur com n'est plus justifiée parce qu'on n'a pas l'expertise derrière. On n'a plus l'expertise derrière. Alors que du coup sur Vinted, c'est ok. Pour le coup sur Vinted, j'ai fait énormément de tests parce que maintenant tu le sais, j'adore ça, faire des tests. Et pour le coup, j'ai jamais reçu une seule contrefaçon et j'ai eu énormément de refus. Et les refus que j'ai eus, c'était des modèles sur lesquels j'avais des doutes. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas la place au doute. Elle est venue chez Vinted, elle a formé toutes ses équipes, comme elle a formé les anciennes équipes chez Vestiaire Collective. Et pour le coup, Vinted, on peut faire confiance, les yeux fermés. Ça vaut le coup de dépenser les... Voilà, honnêtement, c'est 10 € sur une pièce de luxe. Ça vaut vraiment le coup. En plus, quand tu mets un truc en ligne sur Vinted et que tu l'assimiles à une pièce de luxe, eux font déjà une pré-vérification avant de publier. Exactement. Il faut savoir que Vinted, chose que Vestiaire Collective ne travaille pas directement avec les marques, Vinted est connecté directement avec les marques. Donc quand vous déposez une annonce, en fait, Louis Vuitton, on fournissait en fait un cahier des charges à Vinted. On travaille en collaboration avec eux, c'est-à-dire si vous avez ce sac, il faut regarder cet endroit-là, ce numéro de série là, comme Apple le fait avec des exactement, exactement. Donc c'est l'intelligence artificielle, exactement, c'est l'intelligence artificielle qui est calquée par rapport au cahier des charges de chaque marque. Et pour le coup, déjà, une fois que le produit est mis en ligne, il y a déjà, mais c'est que l'intelligence artificielle. Ouais. Donc pour le coup, je conseille vraiment quand même de toujours prendre l'authentification. Pour laquelle il faut prendre un plus. Exactement. L'authentification. Du coup, quels sont les risques quand tu achètes des contrefaçons de luxe? Ah bah le risque déjà, c'est de se retrouver avec un sac de qualité plus que médiocre, alors qu'on a mis le tarif à l'intérieur. Enfin, le tarif pour l'acheter. Le risque, c'est par exemple si vous prenez, alors Louis Vuitton ne le fait plus, mais si vous prenez un faux sac Hermès et que vous allez chez Hermès, vous partez sans votre sac déjà. Ok. Voilà. Le risque, c'est la douane. Enfin, si tu voyages, t'es pas sûr de repartir avec ton sac, exactement. D'ailleurs, d'où l'intérêt aussi de quand vous voyagez et que vous avez des pièces de luxe, si vous avez une carte d'authentification qui est la bonne, de partir avec en voyage, quoi. Exactement. Et il faut surtout pas oublier. Comme le passeport. Exactement. Au final, c'est son passeport. Et il faut surtout pas oublier que, en plus de tous ces risques, quand on achète une contrefaçon, on participe à un business qui est quand même la mafia, où c'est des enfants qui travaillent dans des conditions ignobles, avec des matériaux très nocifs, rien n'est contrôlé. Enfin, il y a également tout ce schéma derrière, du coup qu'on cautionne en fait et qu'on nourrit en fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et du coup, quand tu en vends, c'est quoi les risques? Quand tu vends de la contrefaçon, déjà c'est puni par la loi. Ouais. Tu risques de la prison et une amende tout simplement. Donc voilà. Ok. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, ce qui est déjà pas mal et ce qui est normal. Si t'achètes un sac de luxe qui est upcyclé, est-ce que ça devient une contrefaçon? Parce que techniquement et légalement, les marques elles n'ont pas donné leur accord pour effectuer les modifications. Alors, je suis d'accord. Avec ça, les marques n'ont pas donné leur accord, mais pour moi, c'est donner une deuxième vie en fait au sac. C'est le retravailler. Donc c'est pas une contrefaçon. C'est par exemple, tu prends une pochette Dior et tu en fais une veste. C'est un rework Dior. Voilà. C'est pas une pièce Dior, c'est un rework Dior. D'ailleurs, il y a eu des soucis du coup avec Monogram, qui est anciennement Baelux. Ils ont eu des vrais soucis parce que c'était assimilé à des contrefaçons, notamment. C'était des pièces de genre 8 mois il me semble, genre des vestes en jean qui ont été retravaillées avec des éléments Vuitton, etc. qu'ils avaient proposés aux Galeries Lafayette. Et du coup, le fait d'avoir exposé et vendu, parce qu'ils ont vendu des pièces comme ça aux Galeries Lafayette notamment. Et je précise que Monogram, pour mes auditeurs, c'est une marque et une plateforme de vente d'articles de luxe uniquement, principalement en tout cas. Ils ont des pièces, c'est vrai, collector est très rare, mais du coup il y a eu ce gate un peu genre quand ils étaient aux Galeries Lafayette, bien souvent la qualité elle est présente chez leurs produits, mais là ça a fait un énorme boom quoi. On s'est rendu compte que même aux Galeries Lafayette, même au printemps, parce que maintenant printemps et Galeries Lafayette ils ont des espaces vintage de seconde main, ce qui est très bien, je trouve ça super, mais chez certaines marques bien installé dans le luxe et la seconde main, on peut aussi se faire avoir en fait.
c'est un truc de fou, en fait. Enfin, on n'est plus du tout safe, finalement, quand on achète du luxe. Ça peut vraiment faire reculer les gens sur l'achat du vintage de luxe, en fait. Alors, au risque de lâcher une bombe, je sais pas si tu es au courant, ils ont la répression des fraudes sur le dos parce qu'ils ont vendu plus de 5000 faux sacs Chanel. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Donc, en fait, du coup, ils ont plus le droit d'afficher leurs produits aux Galeries Lafayette dans tous les Lavalier villages du monde. Parce qu'en fait, leur équipe, donc d'où l'importance d'avoir une équipe bien formée par une personne comme May Berthelot, c'est-à-dire que cette boîte-là, d'ailleurs, c'est dommage, n'a pas mis, je sais pas si c'est le budget ou n'a pas engagé la bonne personne pour former ses équipes. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec des équipes pas formées pour authentifier des sacs Chanel, et je suis certaine que ces personnes ne l'ont pas fait intentionnellement. Donc, pas pris des faux sacs Chanel pour les revendre. Je suis persuadée que c'est l'équipe sur place qui n'était tout simplement pas formée, et du coup, les gens se sont retrouvés avec des faux sacs Chanel. Ils se sont rendus compte parce que la chaîne casse, ils vont chez Chanel, ils veulent faire des réparations chez Chanel, et en fait, Chanel leur dit... Ça, tu peux le faire si t'achètes en vintage un sac Chanel. Tu peux aller faire réparer la chaîne Chanel. Exactement. Alors, il y a un temps d'attente assez considérable. Par contre, vraiment, chose que je conseille, c'est vraiment, si vous avez un sac vintage Chanel, toujours le faire réparer par Chanel. Parce que si vous allez chez quelqu'un d'autre, il va perdre vraiment de la valeur. Complètement. C'est un peu comme si tu fais réparer ton iPhone, mais la batterie, c'est plus une batterie Apple, quoi. Mais c'est exactement ça. Exactement. C'est pour nos amis geeks qui nous écoutent. Est-ce que, selon toi, on peut parler de pandémie de contrefaçon? Ça, c'est un terme que j'ai lu dans l'article de Eleonora Degré chez Runway Magazine. Elle parlait vraiment de ce gate, là, justement, de Monogram aux Galeries Lafayette, et du fait qu'il y avait vraiment une pandémie pandémie, c'est un peu le mot tendance depuis le Covid, mais une pandémie de contrefaçon, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. En fait, c'est simple, dans les années 2000, quand il y a dans les années 2000, quand il y a eu les ports, quand la Chine a racheté pratiquement tous les ports, le monde entier, en fait, déjà il faut savoir, la Chine, son PIB, je crois que c'est il y a 30% de contrefaçon dans le PIB. Donc pour le coup, en fait, je pense que le luxe est tellement inaccessible à certaines personnes que ça a créé en fait une envie chez les gens, auquel la Chine a répondu, du coup, que c'est ok de faire un sac Chanel fait limite avec les pieds, quoi, et par un enfant de 4 ans qui a encore le biberon à côté de lui, qui a des produits toxiques, qui travaille avec des produits toxiques. Tout ça pour que une petite nana de Paris qui veut se payer un sac Chanel mais qui ne peut pas porte ce sac Chanel. Et vraiment, c'est quelque chose que je tolère pas, et c'est à cause de ça qu'il y a cette pandémie en fait de contrefaçon partout dans le monde, en fait. C'est parce que déjà il y a le fait aussi que les gens veulent appartenir à une classe. Ils veulent quelque chose de valeur pour dire moi j'ai ça, en fait. Mais voilà. Tout simplement. Ok. Est-ce que tu as des tips à nous donner pour qu'on ne se fasse plus jamais avoir par des contrefaçons? Est-ce que c'est plutôt l'odeur? Est-ce que c'est le toucher? Alors, mes tips pour la contrefaçon. Déjà, quand vous voyez un modèle que vous voulez absolument, vous le prenez en photo. Vous allez dans Google Images, ça va devenir votre meilleur ami. C'est ça, parce que c'est Google Lens qui permet de directement prendre une photo. Exactement. Merci Google pour cet outil. Vraiment, merci Google pour cet outil qui d'ailleurs existe depuis le défilé Versace, ou Gillo. C'est pour ça qu'ils ont fait Google Images. C'est parce qu'il y a eu tellement de recherches. Exactement. Incroyable. Du coup, Google Images, Gillo a pété Google. Gillo a pété Google, et en fait vous prenez en photo admettons un sac Chanel. Google Images va vous amener peut-être sur le site Chanel, donc ça c'est quand même le mieux, ou va vous amener vers des sites, moi il y en a un que j'adore parce que je sais qu'ils sont très sérieux, c'est First Dib. Ok, c'est ça, hein. Je connais pas, donc tu m'apprends quelque chose. Et du coup, c'est un peu ton encyclopédie de l'originalité. Exactement. Pour moi, alors pour le coup, ils font de tout. Ils font des ventes aux enchères, ils font du meuble, du luminaire, de l'art, de la mode. Et en fait,
ce qui est bien, c'est qu'ils gardent des photos de leur archive de ce qu'ils ont déjà vendu. Du coup, honnêtement, pour pas tomber sur ton sac, c'est vraiment que tu n'as pas de chance. Et c'est là où commence le jeu des 7 différences. Vraiment, rien ne doit passer à la trappe. Que ce soit le nombre de points en centimètres, c'est-à-dire les surpiqûres. Vous mesurez 1 centimètre. Dans 1 centimètre, admettons, il y a 3 points de couture. Eh ben, vous vérifiez sur chaque partie du sac qui est toujours ces 3 points en centimètre. Des fois, ça peut être 2,5. Des fois, ça peut être 4. Ils font pas attention quand c'est de la contrefaçon. Comment tu fais quand, enfin, je veux dire, on se trimballe pas tous avec un mètre sur nous quand on va faire les boutiques de vintage. Ah non, mais honnêtement, à l'œil nu, ça se voit. Mais voilà, c'est des petits détails, c'est-à-dire les surpiqûres aussi, qu'elles soient bien parallèles. Si c'est par exemple la surpiqûre à 2 mm, tu vérifies qu'elle est à 2 mm tout autour du sac. À partir du moment où des fois t'es à 2, des fois t'es à 3, ça passe pas le contrôle qualité dans le luxe. Donc c'est impossible. Ensuite, t'as l'odeur. Le toucher. Toucher hyper important. Le poids. Le poids, c'est-à-dire, t'as un sac Chanel, s'il pèse 500 grammes, c'est pas un vrai. Hein. Donc, il y a la qualité de la chaîne, il y a être bien vérifié que tous les anneaux soient bien sertis. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas. L'odeur, c'est quoi, du coup, l'odeur dans un sac Chanel vintage? Ah ben, c'est l'odeur du cuir. C'est-à-dire que même si tu achètes un faux sac en vrai cuir Chanel, je te promets qu'il y aura pas la bonne odeur parce que tout simplement les cuirs Chanel, c'est des cuirs d'exception. C'est en fait, bon, faut savoir, Chanel et Hermès ont leur propre fournisseur de cuir. Tout le monde se les arrache, mais ils ont l'exclusivité. C'est des bêtes qui sont très bien traitées, qui sont très bien nourries pour avoir le cuir le plus tendre. Le cuir sans petits défauts, sans rien. Et en fait, on appelle ça la crème. C'est le haut en fait de la meilleure qualité du cuir et c'est quelque chose que personne ne pourra jamais reproduire. Personne. Incroyable. Voilà. Il faut regarder en fait l'aspect du cuir, c'est-à-dire si tu vois qu'il est pas grainé partout pareil. Il faut vraiment se poser des questions parce que ça a un coût en fait d'avoir le cuir grainé partout pareil. C'est difficile, c'est un animal, c'est un être vivant. Donc en soi, avoir toutes les parties du cuir pareil, ça a un coût, ça coûte très cher. Bien sûr. Donc voilà que ça a été sélectionné. Exactement. On appelle ça en fait la fleur du cuir. Donc c'est-à-dire par exemple quand vous voyez un sac Hermès, ben faut savoir que par exemple Hermès a pris la crème. Louis Vuitton derrière a pris le même fournisseur, mais peut-être 3 rangs. Enfin, tu veux nous dire que Louis Vuitton il prend les chutes de Hermès, en gros c'est ça? Je devrais pas le dire, mais c'est un peu ça. Très bien. C'est quoi la marque la plus facilement contrefaite pour toi? C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, clairement. Le monogramme, quoi. C'est le monogramme Louis Vuitton parce que c'est quelque chose de m'as-tu vu, c'est quelque chose où les gens se disent ah ben voilà le monogramme, donc classe sociale, donc ce qui est Speedy, tout ça. Ah ben c'est ça. Exactement. Donc déjà les Speedy c'est le modèle le plus contrefait, les Speedy, les Neverfull. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des modèles qui ont explosé il y a 10 ans quoi. C'est ça. Tout le monde avait Speedy, le Neverfull. Et c'est par contre c'est un modèle qui prend de la valeur tous les ans. Voilà. Donc par contre si je peux donner un conseil, si vous voulez acheter un sac Louis Vuitton, je conseille quand même d'acheter un sac vintage où la qualité sera vraiment meilleure que les nouveaux modèles. Est-ce qu'il y a le même truc que chez Chanel, c'est-à-dire que là maintenant les Chanel qui sortent maintenant, ils n'ont plus les fermoirs du coup en plaqué or. Est-ce que Louis Vuitton faisait des fermoirs ou des détails en plaqué or et ne le font plus non plus maintenant? Alors pour le coup, on a gardé le plaqué or, mais il n'est pas trempé autant de fois dans le plaqué or. En fait, c'est ce genre de petits détails. Mais il faut savoir aussi également, bon, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais les matières premières ont considérablement augmenté. Donc forcément, ça se répercute sur le prix. Il y a aussi les augmentations salariales. Il y a tout ça qui rentre en jeu qui fait que forcément ça augmente. Donc pour balance, voilà. Il y a ça, puis ils peuvent pas se permettre non plus de trop augmenter leur sac, sinon ils ne les vendraient plus. Exactement. Donc voilà. Du coup, et la marque la plus difficilement contrefaite pour toi, c'est quoi? Honnêtement, personne n'arrivera à faire un faux sac Chanel à la perfection. C'est impossible. C'est une des seules marques où les clones n'existent pas. Alors qu'il y a même des clones chez Rolex. Mais chez Chanel, il n'y a pas de clones. C'est pour ça que vraiment l'équipe de Monogramme, comme on parlait tout à l'heure, où ils ont eu énormément de problèmes avec Chanel, c'était vraiment une équipe pas formée. Parce que un Chanel, il y a trop en fait de petits détails pour ne pas voir que c'est un faux pour le coup.
ça peut être très bien limité, mais dès que tu as l'œil et un peu d'expertise. Exactement ça, que ce soit la couleur du laiton, que ce soit la qualité du cuir, bien vérifier quand vous fermez votre sac Chanel que le rabat, le capitonné se suit bien, que ça reste en fait comme c'était une seule peau de cuir en fait quoi. Et ça a un coût, c'est du travail vraiment au millimètre près pour que tout tombe parfait alors que tu mets le rabat sur le sac, tu vois. Ça c'est ce genre de petits détails. Est-ce que le numéro de série égale, on est sûr que le sac c'est un vrai? Eh ben pour le coup, non, parce qu'avant 1986, il n'y avait pas de numéro de série en fait avant Karl Lagerfeld. Donc attention, et si vous trouvez un sac Chanel que vous allez d'ailleurs pouvoir trouver bientôt chez Jeannette, exactement. Si vous trouvez un sac sans numéro de série par Karl Lagerfeld en parfait état, c'est une pièce extrêmement rare et vraiment sautez dessus parce que c'est une pièce de musée, clairement. À l'heure actuelle, c'est des, t'imagines, 86, enfin, c'est des pièces qui ont 60. On est né en 91, toi et moi, ne comptons pas. 90. Ne comptons pas. C'est quoi la pièce de luxe que tu as chinée et que tu gardes précieusement? Genre, c'est mort, tu la vendras jamais. Ah, ça hésite là. Je parle pas d'une pièce que tu t'es offerte parce que t'avais des réductions chez Vuitton, tu vois. Je te parle vraiment, celle-là, tu l'as chinée, vraiment l'aubaine, le trésor découvert. Genre, je la garde, quoi. J'ai chiné une robe Dior par Galliano. Ok. Et c'est une robe... c'est Galliano. Ouais, voilà. Pour le coup, moi, pour moi... Galliano, c'est... voilà. On voit ce qu'il est en train de faire maintenant, tu vois. Galliano 2002, 2004, 2002 à 2006, voilà. Et c'est dans mon cœur, c'est d'ailleurs... Du coup, la Margiela, tu dois kiffer, quoi. C'est chez Margiela que tu l'es? Ouais. Donc, ouais, tu dois kiffer, là. Ouais, mais pour moi, bon, je préférais quand même chez Dior. Ouais. Ouais, franchement, je préférais quand même chez Dior. Parce que t'as une affection. Parce que t'as une affection pour la marque Dior aussi, je pense. Oui, je pense aussi. Puis en fait, quand même Dior, c'est beaucoup de paillettes. M'as-tu vu? Margiela, c'est vraiment aux antipodes, quoi. Il en a fait quelque chose de très dramatique parce que, c'est quand même the drama queen Galliano, tu vois. Donc, c'est vrai. Je trouve que là, en tout cas, avec son dernier défilé, et c'était particulièrement dramatique parce que tout était vraiment mis en scène. Enfin, les make-up étaient... Ouais. Bref. De toute façon, mais je pense que c'était un des meilleurs défilés que j'ai vu dernièrement. Donc, celui d'avant devait certainement être celui de Blue Marine parce que j'ai trouvé qu'il avait tout pété avant de partir. Ah non, on est d'accord. Clairement, il a fait genre ce qu'il pouvait faire de mieux et il s'est barré. Donc, voilà. Mais et il a dit bonne chance. Ouais, c'est ça. Essaye de passer après moi. C'est ça. C'est quoi la pièce que tu cherches encore ardemment? C'est-à-dire, t'as vraiment un goal ultime en termes de pièces et genre tu le cherches, mais tu ne l'as pas encore trouvé. Je cherche le sac Rasta Dior, si vous m'entendez. Je cherche ce sac et je prends la ceinture qui va avec aussi. Si vous avez le maillot, je le prends aussi. Vraiment la et encore voilà de John Galliano. Voilà, encore tout simplement. Donc quand je trouve des pièces de John Galliano Dior, en général. Vous allez pas les retrouver dans les pots. Elles sont dans mon armoire. Est-ce que tu sais ce que c'est mon goal ultime? Non, dis-moi. Joséphine le sait. C'est le sac Kelly de Gucci que c'est un modèle très 76 beige que porte Carrie Bradshaw, Jessica Parker, dans Sex and the City. Elle le porte dans la saison 2 de Sex and the City, qui pour moi est une des meilleures saisons. Ouais. Et ça, c'est vraiment mon goal ultime ever. Il est super rare à trouver. Je l'ai vu une seule fois en vintage et déjà vendu. Ouais. C'est vraiment le truc, je ne le retrouve pas. Je le trouverai un jour, mais il sera à moi, c'est évident, quoi. Je le sais. Mais ça, c'est mon goal ultime. Et en plus, c'est un modèle qui n'est pas réédité. Donc, il a jamais été réédité. Donc, c'est vraiment, genre, la pièce, je pense, il faut vraiment que je la trouve avant de crever, quoi. Enterrez-moi avec! Il est évident qu'on m'enterrera avec ce sac Kelly et la Babia. C'est clair, de toute façon, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai un petit fun fact contrefaçon qui concerne Sex and the City. Oh non, on ne me brise pas mes rêves. Non, parce que tu veux pas savoir. Non, mais dis-moi, maintenant je veux savoir, j'adore les scoops, tu le sais. Alors, dans la saison 5, épisode 6... Mon Dieu, t'es précise là. Très précise, c'est Sex and the City, faut pas déconner. Le sac Birkin bleu électrique qu'elle porte. Non. C'est un faux. Non. Elle a une petite paire de chaussures rouges, une robe très casual Juicy Couture verte, et elle porte un sac bleu électrique, du coup, Birkin, énorme,
Juste rassure-moi, elle était pas au courant. Elle était au courant. Sarah, mais je t'admire trop pour accepter ça. On lui a demandé si elle voulait absolument un vrai pour cette scène, et elle a dit non. Et en fait, c'est faux. Et elle l'a avoué dans l'épisode genre 17 Look qui est fait par Vogue là. Oui, j'ai adoré. Super intéressant à avoir. Et donc elle avoue que ce sac Birkin est un faux en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur de Riss Studio? Bah franchement, vous pouvez me souhaiter que j'arrive à changer les mentalités sur Toulouse. Je te le souhaite. Je vais venir t'aider, je pense. Ah bah, tu es la bienvenue, hein. Petit big up à Mo, si tu m'écoutes, je débarque, tu m'héberges. Voilà. Non, c'est moi qui t'héberge déjà. Ok, bon. J'ai envie de vous dire, mais battez-vous. Battez-vous, c'est l'histoire de ma vie. Tu as déjà un lit à côté de Stéphanie dans le showroom. Ok, c'est parfait. Soirée pyjama au showroom Riss. Exactement. En veste bagarre. Je ne sors plus jamais après. Donc ouais, à part faire changer les mentalités sur Toulouse, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Genre de ouf. Là, si tu te projettes, tu te dis, mais Riss, ça va être quoi après, en fait? Ben, souhaitez-moi de pouvoir continuer de vivre de ma passion, vraiment. J'aimerais que ma collection soit vue par plus de monde, portée par plus de monde, même si je ferai toujours des petites quantités, justement, pour que ce soit vu pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui soit habillé pareil. Et j'aimerais également avoir une boutique sur Paris. Et voilà. On verra si ton appel a été entendu. Voilà. Manifestant. Du coup, on arrive au terme de ce podcast. Oh non! Eh oui, déjà. On peut te retrouver sur le compte Instagram du coup Riss Studio, donc je l'appelle RIIS_studio, pour suivre ton actu, tes nouveaux drops de pièces et aussi régulièrement son agenda de pop-up parisien et peut-être de boutique qui sait. Merci Leslie. Merci à toi. Salut tout le monde. J'espère que vous avez adoré les scoops. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS_vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.